Céline, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, comme thérapeute Peak States, si je te dis dès le départ, lorsqu'on se rencontre, je suis anxieux, Hmm, je suis ceci ou cela. C'est quelque chose qu'on entend assez couramment. Moi, je m'amuse lorsqu'un client me dit je suis anxieux. hmm. Je lui dis, ben, enchanté, je suis Stéphane Roy. C'est pas mal. Juste pour lui faire réaliser. Et là, la personne, souvent, ben, on appelle ça une rupture de schéma, c'est que la personne, elle comprend pas trop ce qui se passe, pourquoi j'ai dit ça. Après, ah oui, je Alors, ne suis c'est peut-être pas que anxiété. exactement. Donc, comment on appelle ça en termes, dans le jargon de l'Institute for the Study of Peak States? Le trauma générationnel. Exactement. Et c'est quand même Disons, assez impactant, hein. Ça représente c'est ça. 50%. Alors, disons ensemble, les traumas biographiques et les traumas générationnels, et ce qu'on appelle donc les traumas simples, ça représente quasiment 70, c'est-à-dire 70% de tous les problèmes qu'on peut rencontrer avec un client, enfin de tous les problèmes qu'une personne peut rencontrer dans sa vie. Wow. En fait. 70%. C'est donc Ouais, c'est assez énorme. vraiment, mais vraiment important. Et puis, tu vois, quand tu as la personne qui arrive et qui dit je suis anxieux, alors la première question que moi je lui poserais, c'est est-ce que vous vous définissez comme une personne anxieuse? Est-ce que c'est votre manière générale d'être? Ou est-ce que certaines situations vous rendent anxieux? Puisque ça va me permettre de faire la différence entre justement le générationnel, où On peut c'est aller plus vraiment loin comme aussi. ça qu'on On se peut aller plus ressent. loin. Est-ce qu'il y a des gens Mhm. dans votre famille qui C'est vivent l'autre question qu'on va poser, ouais. aussi cette anxiété et la différence entre les techniques Peak States qu'on utilise, Céline et moi, et les techniques, par exemple, de PNL ou autres, c'est que dans les autres techniques, on va remplacer Mhm. cette croyance identitaire par une autre croyance. Mais Mhm. on ne fait que masquer le problème. On ne règle pas le problème. Alors, du coup, c'est vrai que je fais une petite aparté là-dessus parce que personnellement, j'utilisais beaucoup les techniques de transmutation des émotions avant de découvrir les techniques Peak States. Et quand quelqu'un a observé un petit peu comment je fonctionnais, il m'avait dit oh, tu as beaucoup de ce qu'on appelle les contournements de gènes. Bon, je ne savais pas trop ce que c'était, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, au lieu d'aller vivre l'expérience, je transmutais la tristesse ou l'anxiété en énergie de confiance en moi, en énergie de joie. Et en tout cas, voilà, ce que j'ai pu découvrir, c'est que ça guérissait pas, même si moi, je me sentais mieux hein, sur le coup, c'était super, ça marchait très bien. Je me sentais beaucoup mieux, mais en fait, je ne guérissais pas le problème, le traumatisme, je le camouflais, comme tu dis. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important de comprendre au niveau biologique pour pouvoir utiliser une technique qui directement va le guérir et non pas le contourner. Et ça, c'est un aspect important. C'est-à-dire qu'il existe des techniques très simples qui nous permettent justement de nettoyer ce qu'on appelle ce trauma générationnel pour ne plus vivre ce genre de situation. Hmm, exact. Et c'est pour ça qu'on utilise, par exemple, on en a parlé dans une des capsules, le tapping sur un point. Et nous, dans nos techniques avec les pixels, on va plutôt aller, on va plonger directement dans l'émotion. On va vraiment aller ressentir l'émotion. Alors, ça peut être douloureux, ça peut être très inconfortable, mais l'idée, c'est vraiment de l'accepter en faisant en plus ce tapping sur un point, sur le point de gamme, en fait, qui est utilisé en EFT, pour permettre de pleinement libérer l'émotion. L'émotion et ou les sensations qui sont coincées dans le corps. Et en Souvent libérant ça. l'émotion avec le one-point tapping, à ce moment-là, on se retrouve dans un état de calme, de paix et de légèreté. Et ensuite, c'est comme si ça n'existe plus. C'est vraiment particulier. Il faut vivre l'expérience pour constater à quel point c'est rapide et wow, on sent cette légèreté qui nous habite. Exact. Et les personnes peuvent même avoir l'impression d'être une personne différente, en fait. Oui, exactement. Ben, lorsqu'on s'est identifié à ça pendant toute sa vie, C'est ça. il est clair que ça change vraiment Mm, notre façon de voir les choses et de vivre mm, aussi les expériences. mm. Oui, pour des personnes qui viennent, par exemple, et qui ressentent régulièrement une sorte de tristesse, de mélancolie qui est là, qui est toujours là, qu'ils ont toujours connu, là, souvent, c'est du transgénérationnel. Et quand on guérit ce traumatisme,
quand on libère ce traumatisme, en fait, d'un seul coup, la personne devient plus légère, plus joyeuse, en fait. Elle a accès à une forme de joie qu'elle pouvait ne pas avoir connue avant, en fait, parce qu'il y avait toujours cette chape de plomb au-dessus, de tristesse, de nostalgie, de mélancolie. Et c'est important de rappeler que c'est quelque chose qui se nettoie, qui se transforme, utilisez l'expression que vous voulez, assez rapidement, parce qu'il y a tellement de gens qui disent, ah oui, mais mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça, donc c'est normal que je sois comme ça et je vais probablement être comme ça jusqu'à la fin de mes jours. C'est une sorte de fatalité, quoi. Et pourtant, c'est ce que je leur dis souvent, je leur dis, mais ça n'est pas une fatalité. Mais c'est sûr, quand on a vécu 20, 30, 50 ans avec ça, on se dit, mais c'est pas possible. Ça, c'est moi, en fait. On a l'impression que ça, c'est ce qui nous Exactement. caractérise. On s'accroche aussi parfois à ça et on a une peur, une crainte à libérer ça, à lâcher prise. Mm. Et il y a des croyances, beaucoup de croyances, que c'est pas possible de changer aussi rapidement. Ça, c'est ce qu'on voit le plus couramment. En règle générale, quand c'est de la dépression ou autre, les personnes ont quand même envie de s'en débarrasser, quoi. Après, le côté colérique, là, j'ai plus vu des personnes qui disent, bon, bah non, ça c'est normal, c'est moi, c'est ma manière de m'exprimer, c'est ma manière d'être, je suis quelqu'un avec le sang chaud, voilà. Donc, en fonction des émotions et puis de la souffrance que ça amène à soi ou aux autres, la personne ne le vit pas aussi de la même manière et n'a pas la même envie de s'en débarrasser. Et ce qui est aussi intéressant d'observer par la suite, c'est à quel point ça peut avoir un impact sur la relation qu'on a, par exemple, avec nos parents, s'ils sont encore vivants, avec les gens de notre famille proche. Avec nos partenaires de vie, nos enfants. Parce que Exactement. c'est vrai que quand on guérit aussi, quand on libère ce type de traumatisme, de blessure, ça agit aussi sur nos parents et sur nos enfants. Ça a un impact C'est global. ça. C'est ça, c'est que ça agit sur nous-mêmes. Donc forcément, ça a un impact sur nos relations avec les autres. Mais semble-t-il, ça agit aussi, ça va guérir aussi une partie de ce qui se trouve chez nos parents et de ce qui se trouve chez nos enfants. Ça, c'est assez incroyable. Incroyable et mystérieux, mais ça s'explique en plus avec l'Institut. Ce qui est intéressant, c'est que il y a une explication très scientifique, en fait biologique, sur la procédure, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que on réussit à libérer telle ou telle émotion. Comment En ça fait, se fait? je vais redire ça rapidement, même si on l'a un petit peu expliqué, mais en fait, dans notre modèle, ce qui se passe, c'est que s'il y a une émotion, c'est en fait une réaction émotionnelle qui est bloquée parce que notre corps n'est pas capable de synthétiser un certain type de protéines dont le corps aurait besoin pour répondre de manière adéquate dans la situation. Donc, en fait, c'est un blocage qui se situe au niveau du gène, de certains gènes, et c'est un blocage qu'on appelle en biologie, enfin, qui est dû en biologie à ce qu'on appelle les modifications épigénétiques. Donc, c'est des petites molécules chimiques qui viennent s'ajouter ou s'enlever et qui vont faire que le gène va être mieux traduit ou plus traduit. Donc, en règle générale, c'est plutôt des blocages. Donc, le gène est bloqué et du coup, le gène ne peut plus être traduit en protéines. Donc, le corps n'a pas accès à cette protéine et c'est ce qui génère des sensations physiques et des émotions. Bon, on a parlé du one-point tapping. Si ça ne fonctionne pas, alors admettons par exemple que pour une personne qui tente l'expérience, c'est plus ou moins efficace. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a plusieurs autres techniques complémentaires, différentes, ou qui permettent aux gens d'avoir accès à cette libération. Oui, en fait, le tapotement sur un point, disons, c'est la version simple et qui peut fonctionner dans la majeure partie des cas quand la personne est vraiment capable déjà d'elle-même d'aller se concentrer, porter son attention à l'intérieur du corps, sur les ressentis physiques, sur les ressentis émotionnels, et capable de rester assez longtemps avec ça et d'avoir aussi cette capacité d'acceptation, de laisser vivre ce qu'elle a et en plus d'ajouter le tapping, hein, parce que le tapping, c'est important pour éliminer ce qu'on appelle toute la chaîne du traumatisme. Mais maintenant, ce n'est pas donné à tout le monde de faire ce travail Ouais. seul.
Donc, vraiment, pour ceux qui arrivent, je vous invite complètement à expérimenter ce tapotement sur un point en allant vivre l'émotion dans le moment présent. Mais ensuite, ce qu'on utilise, nous, en tant que thérapeute Peak State, c'est les techniques de régression. Donc, c'est pareil, il y a d'autres techniques qui proposent cette régression dans le passé. Je fais une petite parenthèse parce qu'ici, il y a une loi importante qui protège les psychothérapeutes et les psychologues et la régression fait partie de cette loi-là. Dans le cas de l'Institut, c'est pas une régression conventionnelle ou ce qu'on est habitué d'entendre. C'est plus une régression sur les ressentis. Alors, régression sur la sensation et sur l'émotion pour aller jusqu'au premier événement où on a vécu ça et ensuite libérer en acceptant notamment, effectivement. En fait, je décris souvent ce qu'on fait comme un voyage dans le corps. Donc, on pourrait voyage le dire dans de le cette corps. manière-là. Belle image. C'est-à-dire que on se base sur ce que la personne ressent dans une situation. Par exemple, tu prenais l'exemple de l'anxiété, voilà. Et puis, si c'est quelque chose qu'on a pu identifier comme étant un problème transgénérationnel parce que le père a le même problème, le grand-père avait le même problème, voilà, on va poser différentes questions quand même pour être sûr de l'origine ou pour en tout cas établir une cause. Et puis ensuite, on va aller en effet au premier moment où le problème a eu lieu, où en fait le gène a été bloqué, l'expression du gène a été bloquée. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui en biologie, on sait que vivre un traumatisme va entraîner des modifications épigénétiques et peut bloquer l'expression du gène. Donc, nous, notre hypothèse, au départ, elle ne part pas sur ce qui a été décrit en biologie, puisque d'ailleurs, ça n'était pas encore décrit à l'époque, quand Grant a développé toutes ces techniques. Mais en tout cas, l'hypothèse, c'est qu'on peut réverser ces modifications épigénétiques et donc réactiver l'expression du gène. Et c'est ce qu'on va faire quand on va aller voyager dans le premier moment où le problème s'est posé. Et dans le cas du générationnel, c'est la lignée ancestrale et on recule jusqu'au premier ancêtre qui avait cette sensation, cette émotion pour la libérer. Alors moi, j'ai envie de donner quelques exemples parce que peut-être que tu en as aussi. Vas-y. J'ai une personne, par exemple, qui venait pour travailler sur l'argent et qui, à un moment donné, régresse jusqu'à une ancêtre qui était de sang bourgeois, donc en France. Et même si la personne connaissait en fait l'histoire de cet ancêtre, elle n'avait jamais fait le lien avec le fait que cet ancêtre, non seulement elle avait perdu sa particule à ce moment-là de l'histoire, donc au moment de la Révolution, mais en plus, elle avait dû lâcher tous ses biens. Donc, c'est ce que la personne a pu expérimenter dans la régression. C'est-à-dire se rendre compte qu'en fait, avoir de l'argent signifie mourir. Donc, la personne ne pouvait pas gagner d'argent dans sa vie, donc ça voulait dire mourir. Absolument. Et voilà, ça, c'est un des exemples très forts où finalement, même si on connaît l'existence de cet ancêtre, quand on le vit et quand on l'expérimente par rapport à une problématique qui est dans notre présent, on a accès à d'autres informations, en fait. Et on le vit complètement différemment. C'est très, très fort, en fait, comme expérience. Et avec l'approche, on va vous amener à identifier, si c'est par exemple maternel ou paternel, si c'est le grand-père ou la grand-mère qui avait cette problématique, si c'est cette lignée ancestrale. Et on va vous guider à travers l'exercice qui est, somme toute, assez rapide. Et vous allez sentir vraiment une libération et une bonne différence ensuite. Et comme on le dit souvent, en tout cas, moi, c'est ce que j'utilise comme expression dans ma pratique. Ne me croyez pas. Vivez l'expérience, voyez la différence et revenez ensuite avec votre témoignage. Et l'expérience peut être vraiment, vraiment frappante et marquante. J'aurais un autre exemple d'une personne qui est venue me voir. Je ne sais plus exactement quels étaient ses symptômes, mais en tout cas, ce dont je me souviens, c'est qu'elle a vu un de ses ancêtres, ressenti cet ancêtre, et en étant même capable donc, de me décrire où est-ce que la personne était. Donc là, elle ne savait pas si c'était sa grand-mère, son arrière-grand-mère, mais c'était assez proche finalement. Et puis, elle était capable de voir la pièce dans laquelle cet ancêtre était, comment elle était habillée et bien sûr ce qu'elle ressentait.
Et donc, l'ancêtre était enfermé dans une sorte de cave qu'elle voyait l'espèce de petite fenêtre, comment elle était habillée en blanc, etc. etc. Et quand même assez perturbée par cette séance, elle en a parlé à sa mère. Et sa mère était choquée parce que cette histoire-là, elle n'en avait jamais parlé à sa fille et c'était en effet l'histoire de sa mère, donc la grand-mère de ma cliente. Et là, elle a pu avoir la confirmation que ce qu'elle avait vu et ressenti était vrai, parce que c'est vrai que c'est une des questions qu'on me pose souvent. Quand les personnes font une certaine expérience et retrouvent des souvenirs d'ancêtres, etc., ils me disent, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment, si je fais des recherches, je vais trouver un ancêtre qui a vécu ça? Bon, moi, ma réponse, c'est si vous voulez faire des recherches, faites-le, mais ce qui compte, c'est est-ce que votre problématique dans le moment présent est libérée, finalement, c'est la seule chose qui est importante. Mais voilà, là, j'ai eu un des cas où c'était frappant parce qu'elle n'était pas au courant de cette histoire et elle a pu retrouver l'histoire. Dans mon cas, moi, je vais me permettre de raconter ce que j'ai vécu. Avec plaisir. L'association avec le travail, pour moi, c'était comme ancré que je devais travailler beaucoup et tout le temps. Mon père a beaucoup, beaucoup travaillé toute sa vie, mon grand-père également. Et en faisant cette technique, et c'est vraiment particulier, j'ai vu comme un adolescent qui travaillait sur la ferme et qui travaillait beaucoup, beaucoup. Je l'ai vraiment perçu. Et c'était clair pour moi qu'il y avait un lien. Et en libérant cet ancêtre de cette émotion et de cette sensation, ça a vraiment changé ma façon de voir le travail. Mais vraiment, c'est instantané. C'est ça qui est particulier. Par la suite, parce que je m'étais noté quelques croyances que j'avais en lien avec le travail. Et par la suite, je comparais comment je vivais et ressentais les choses et j'avais plus du tout la même perception. Ça, c'est mon expérience, là. C'est l'une de mes premières expériences avec cette technique. Oui, je te remercie de ton partage parce qu'en plus, quand c'est un vécu personnel, c'est extrêmement fort. Les gens peuvent sentir dans ce que tu nous dis là à quel point ça a changé les choses. Et parfois, comme tu le dis, on peut vraiment avoir conscience comme ça transforme notre vie. Puis d'autres moments, on peut aussi être tellement normal, se sentir tellement normal après une guérison qu'au contraire, on a oublie l'impression que ça n'a même jamais comment on existé. était. Voilà, on oublie même. Et parfois, les guérisons les plus impressionnantes, en fait, après, la personne, elle ne se rend plus compte. Bon, je vais partager une autre expérience que j'ai eue avec les guérisons transgénérationnelles, qui est personnelle aussi, où je me suis rendu compte, là, c'est pas un exemple d'un moment où j'ai oublié ce que c'était, mais c'est vrai qu'après quelques années, en fait, on oublie qu'on a pu être comme ça. C'était en lien avec un profond désespoir qui pouvait survenir. Et en fait, j'ai retrouvé un ancêtre qui, à un moment donné, est loin de son village et il voit tout son village en train de brûler. Donc, non seulement il a perdu tous ses points de repère, tous ses amis, toute sa famille a péri dans ce massacre. Je pense que c'était un massacre. Et il a perdu son travail, sa maison, ses proches et tout son village. Toute son histoire, en fait, part en fumée. Et il regarde ça partir en fumée. C'était... J'ai mis un petit moment, quand je dis un petit moment, c'est 40 minutes, je pense, à guérir ce traumatisme. Et après ça, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Donc vraiment en état de conscience de communion avec le tout, de grande expansion, de joie. Là, c'était vraiment quelque chose de très fort qui avait eu un impact, en fait, dans plein de domaines de ma vie, même si ça restait inconscient. Wow. Ce qui est vraiment important de rappeler aux gens, parce que on n'a pas été habitué, peut-être même éduqué de cette façon, c'est d'accepter de ressentir. Plutôt que de faire semblant que ça n'existe pas, cette émotion ou cette problématique, c'est de l'accepter, de la ressentir et de s'accorder du temps pour s'intérioriser. Parce que on trouve tellement de réponses lorsqu'on se ferme les yeux, qu'on se connecte à ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. On va percevoir des émotions, on va percevoir des sensations. Et si vous regardez nos capsules, vous avez déjà quelques outils pour faire du nettoyage, vous libérer de ces émotions. Prenez l'habitude et plus on le fait, plus ça devient
rapide et facile d'identifier, ah, tiens, là, je ressens telle émotion en pensant, par exemple, à telle situation ou à telle personne. Si vous n'êtes pas dans un état de calme, de paix et de légèreté, c'est qu'il y a quelque chose à nettoyer. Hmm. Oui, c'est vrai que c'est un changement de paradigme, en fait, quand on étudie cette vision des choses des peak states. C'est que tout est traumatisme. Ouais, exactement. Ça peut paraître sombre, mais en réalité, non, ça explique beaucoup de choses. Et justement, le fait d'en prendre conscience, ça nous donne déjà la première étape pour pouvoir s'en libérer. Si on n'en prend pas conscience, on ne peut pas changer, on ne peut pas vivre mieux, en fait. Et au fil de ces capsules, on va vous faire découvrir d'autres approches, d'autres problématiques qui peuvent être réglées de façon rapide, efficace et durable. Avant qu'on se quitte, il y a une question que je voulais te poser la semaine dernière et la Dis-moi. personne m'est revenue à la charge avec cette question parce que Elle a bien fait. c'est une personne qui pratique l'EFT, Emotional Freedom Technique, donc les tapotements à différents endroits sur les méridiens du corps. Et elle me disait, mais c'est quoi la différence entre les techniques Peak States, le One Point Tapping et l'EFT? Ben, c'est une question très intéressante, très importante en fait. C'est vrai qu'il existe différentes techniques de résolution des traumatismes, donc l'EFT que tu viens de mentionner, l'EMDR aussi avec le mouvement des yeux, et puis d'autres avec différents acronymes, TIR, TAT, etc. Donc toutes ces techniques permettent en effet de résoudre, de libérer le traumatisme. La grosse différence avec les peak states, c'est que dans les peak states, on a tout le modèle qui permet de comprendre l'origine biologique du problème. C'est-à-dire, on ne part pas à l'aveuglette, on n'est pas, disons, quand on travaille sur une émotion, en fonction de ce que la personne va nous décrire comme sensation physique, comme émotion, comme localisation, comme type de douleur, par exemple, ou type de gêne, ça va nous donner une indication sur quel est le traumatisme. J'en profite pour montrer notre Bible. Hein, je veux dire, voilà. C'est pas un seul traumatisme en fait. C'est que là-dedans, il y a tous les types de traumatismes qu'on peut trouver et qu'on utilise donc nous en tant que thérapeutes. Donc voilà, on a cette cartographie qui nous permet de savoir où est-ce qu'on va exactement, qu'est-ce qu'on est en train de guérir, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est la première et la différence majeure avec toutes les autres techniques. Et ensuite, je comprends quelqu'un qui travaille déjà avec l'EFT puis qui se dit, bon, finalement, c'est la même chose que je fais. Ouais. Je fais du tapotement. Pourquoi ce point? Pourquoi d'autres points? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Donc, en fait, dans les peak states, il y a certaines personnes qui ont la capacité de voir ce qui se passe dans le corps quand on fait des guérisons. Et ce qu'ils ont pu observer, c'est qu'avec ce point, en se concentrant sur l'émotion que la personne ressent, ça va nous permettre de libérer toute la chaîne de traumatisme. Et les autres points ne sont pas capables de le faire. Donc, la différence avec l'EFT aussi, c'est que là, on va faire que ce point. Et on va s'y concentrer pendant plusieurs minutes. Alors que quand on fait l'EFT, on fait la succession de points et on passe là quelques secondes. Oui. Donc ça, c'est une des grosses différences. Et puis ensuite, j'ajouterais aussi pour les personnes qui ne connaissent pas non plus l'EFT, comment fonctionne ce point, parce que l'EFT, on sait que c'est des tapotements sur des méridiens, en effet. Exactement. Donc là, en effet, le tapping sur le point de gamme va travailler sur des méridiens énergétiques qui vont permettre d'avoir un impact sur nos chakras. Et en fait, de manière plus profonde sur nos gènes. Donc, c'est ce que je dirais de manière rapide pour expliquer un petit peu l'effet. Et puis, pour dire que certaines personnes ont pu l'observer. Et encore une fois, c'est de l'expérimenter, de vivre l'expérience pour comprendre. Donc, c'est souvent le premier exercice que j'utilise, la première technique lorsque j'ai un client qui est un peu sceptique, qui me dit « Ouais, ben, est-ce que vraiment ça fonctionne? » Et que là, j'identifie que c'est ce qu'on appelle un trauma biographique. Et là, je l'amène à faire du tapping sur le point de gamme et la personne me dit « Wow, je sens que ça se dégage, ça se libère, ça diminue. Parfois, ça augmente momentanément et pour ensuite complètement disparaître. » Oui.
Moi, j'avais eu j'avais travaillé avec une personne qui faisait de l'EFT à l'époque. C'est vrai que ma peur, à l'époque, j'avais travaillé sur la peur des araignées. Ma phobie avait diminué, mais elle n'était pas vraiment réglée. Puis c'était parti pendant quelques semaines, puis c'était revenu. Mais une fois de plus, bah voilà, quand on fait toute la séquence de points, on ne va pas passer autant de temps. Donc, le résultat est vraiment différent. Si vous faites juste le tapping là-dessus, et ça, c'est la deuxième expérience que j'avais faite, c'est la première fois que mon ami m'a parlé de la technique Peak State, il m'a fait faire le tapping pendant un peu plus de 30 minutes en étant juste concentré sur la colère que je ressentais dans telle situation. Mais j'avais encore du mal vraiment à comprendre comment rester dans le corps, parce que j'avais l'habitude de faire la méditation. Donc, moi, je partais plutôt en dehors du corps, j'étais bien, je sentais plus les émotions, c'était super. Flottais, ta Voilà, conscience là, flottait à l'extérieur. j'étais en samadhi, c'était parfait. Donc là, ça m'a demandé de faire tout un désapprentissage et pour réexpérimenter des choses nouvelles, de revenir dans le corps et de simplement faire le tapping. Et là, au bout de quelques minutes, et peut-être j'exagère en disant 30 minutes, mais au bout de quelques minutes, j'ai senti vraiment des choses qui se passaient dans mon corps. Et là, je me suis dit, oh, mais c'est OK, il se passe quelque chose en faisant juste le tapping. Donc, simplement ça, déjà, ça, tout le monde peut le faire. Oui, Juste le exactement. tapping, et puis vous familiariser avec cette expérience d'être dans le corps. Mm-hmm. La semaine prochaine, je propose ce sujet, les états de conscience extraordinaires. Introduction seulement, alors. Alors, il y a des gens qui vivent ça tout le temps, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont jamais goûté à cet état, ou en fait, il y en a plusieurs, et c'est ce dont on va parler la semaine prochaine. Donc, soyez fidèles au rendez-vous. Merci, Super, je me Céline. réjouis de te retrouver et de vous retrouver tous. Au revoir. Bye.